Alors je ne dois pas être le seul parmi vous qui me faites cette joie, ce plaisir de partager ces aventures de parole, exploration dans ce qui compte de l'archéologie du livre en soi-même, et puis de ce qui nous fonde à aimer encore cette folie de la littérature, même si les ombres du présent sont tellement fades, tellement incertaines. C'est ce qui nous recharge. Et ce qui recharge aussi d'obscurs, d'énigmes, pour que ça reprenne sens au dehors. Et c'est pour ça que la ville est importante. Alors je ne dois pas être le seul, ellipse, boucle, à être amoureux de ce petit livre de Walter Benjamin qui s'appelle Charles Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme, et qui rassemble trois grands textes, ces trois textes principaux sur Baudelaire, dont Central Park, cette suite de fragments sur le flâneur, sur le moderne, qui recoupe les thèses sur l'histoire de Benjamin. Et très humblement, c'est par l'importance que Benjamin accorde en le pointant à l'homme des foules d'Edgar Poe, The Man of the Crowd, que je l'ai relu. Alors évidemment, c'est ça qui est étrange, c'est des textes que vous connaissez, de quoi on se souvient. Par exemple, le début, pour moi, c'est inoubliable. C'est cet homme malade, toujours. Alors lui, il est plus malade, il est convalescent. Ça veut dire qu'il est longtemps resté à l'écart de la ville. Tout d'un coup, il émerge dans la ville, mais il y va doucement. Il est dans un café. Vous savez, ces choses qui nous sont interdites depuis 2 mois. Il est derrière la vitrine, et la preuve, c'est que le mot « coffee » est écrit à l'envers, puisqu'il est destiné à être lu par ceux qui sont dehors, et pas lui qui est dedans. Donc la position, c'est-à-dire, vous aimez observer la ville, vous aimez observer la foule. Est-ce que c'est légitime ? Bien tout d'un coup, quelqu'un se saisit de cette pulsion intérieure, aimer observer ses semblables, pour en faire un territoire, un champ opératoire presque. On ne va considérer que ça. Mais soudain, on va le pousser à l'extrême. Alors ce personnage qui n'a pas d'histoire, qui émerge du temps vide et du corps vide, il est convalescent. Et c'est en partie pour ça qu'il est fasciné par ce spectacle, qui lui paraît tout d'un coup nouveau. Et ce mot « coffee » écrit à l'envers, ça prouve bien que ce qu'on voit de la ville est langage, et que langage est lisible, incompréhensible. Et cette scène initiale de Man on the Crowd, pour moi, c'était ce que j'en gardais comme souvenir, plus que, justement, ce que Walter Benjamin pointait derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui soudain attire l'attention. Vous voyez, Georges Perec, tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Tout se vaut, tout s'écrit. C'est juste, au contraire, l'arbitraire de ce surgissement. Mais là, dans ce brassement anonyme, une silhouette revient. Ce qui est fascinant, un autre texte aussi que j'aime beaucoup dans ce... il n'y a pas tant de bouquins sur ce champ opératoire, tel que je l'ai dit. Peter Hanke, L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre. C'est a priori quelque chose qui pourrait être la dalle de la zone commerciale de Les Ulysses, près de Paris. On prend tout ce qui passe, tout ce qui traverse. Chaque singularité est porteuse potentiellement d'un roman. Il vient d'où ? Il fait quoi ? C'est qui ? Pourquoi il est là ? Et qu'est-ce qui se passe éventuellement ? Qu'est-ce qui va se mettre en travers ? Eh bien, cette silhouette qui passe et qui repasse dans le cadre du narrateur sans passé, qui voit de l'autre côté de la vitrine, à travers le mot écrit à l'envers, cette silhouette ne lui est pas explicable. Alors pourquoi Benjamin, ça l'intéresse ? Parce que il est le premier à refaire une approche génétique des fleurs du mal, où la figure de la mort inclut
cet immense poème qui est le voyage. En même temps, le voyage, c'est aussi une boucle circulaire, puisque ça reprend cet embarquement forcé du jeune Charles, contraint par le général Opic, son beau-père, à partir à l'autre bout du monde, avec tous ces trucs de tempête qui l'effraient pour de vrai, et puis arrivé l'île Maurice ou je sais pas où, eh bien, il fait demi-tour et il revient. Il écrit de Bordeaux à sa mère: j'ai trouvé ce que je veux faire poète. Et donc le voyage, c'est à la fois l'achèvement et la source. Un achèvement source au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Vous savez tout ça quand même, ça nous brûle dedans. C'est au bout de la mort, c'est dans la traversée de la mort. Et juste avant, alors que cette suite de cercles que sont les chapitres des Fleurs du Mal, avec les spleens, c'est le dérèglement intérieur, c'est ce qu'il écrit à Victor Hugo. Vous avez tout fait, monsieur Hugo, juste là, quand on décrit ce qui se passe là. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Eh bien, c'est là, dans cette zone-là, que vont venir s'insérer tardivement les tableaux parisiens. Et donc, ces figures aussi de la foule, les 7 vieillards, chacun portant sa chimère sur le dos, ou la rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. Et puis, moi je buvais crispé comme un extravagant dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue, un éclair, puis la nuit, etc. Ailleurs, plus loin, trop tard, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Elle est là, la ville, on la prend dans ses mains. On prend dans ses mains quoi? La rupture haussmannienne ou la ville d'aujourd'hui et son anonymat? Le dire, c'est poser. La réponse, Edgar Poe, l'homme des foules. Et merci Walter Benjamin. On a dit judicieusement d'un certain livre allemand, Es lässt sich nicht lesen. Il ne se laisse pas lire. Oui, comme de nouveau, la figure du livre, la figure de la lecture vient en amont de la ville qu'on va voir. La ville est un livre, le livre est ce qui nous donne accès à la livre. L'écriture n'est pas une métaphore, elle est l'outil et la médiation. Elle passe avant ce qu'elle dit de l'autre côté et avant celui qui lit ou écrit, lecteur ou scripteur, et en l'occurrence, le corps malade du scripteur. Il y a des secrets qui ne veulent pas être dits. Des hommes meurent la nuit dans leur lit, tordant les mains. Des spectres qui les confessent et les regardent pitoyablement, ça commence bien, dans les yeux. Des hommes meurent avec le désespoir dans le cœur et les convulsions dans le gosier à cause de l'horreur et des mystères qui ne veulent pas être révélés. C'est gentil comme début, n'est-ce pas ? Continuons, quelquefois, hélas, la conscience humaine supporte un fardeau d'une si lourde horreur qu'elle ne peut s'en décharger que dans le tombeau. Ainsi, l'essence du crime reste inexpliquée. Il n'y a pas longtemps, sur la fin d'un soir d'automne, j'étais assis, donc c'est bien un jeu, devant la grande fenêtre du café D à Londres. Pendant quelques mois, j'avais été malade, mais j'étais alors convalescent. Et la force me revenant, je me trouvais dans une de ces heureuses dispositions qui sont précisément le contraire de l'ennui. L'ennui, chez Baudelaire, un oasis d'horreur. Tac, tac. Oui, comme le vocabulaire, même là, surgit des figures d'Edgar Poe, comme d'habitude encore. Disposition où l'appétence morale est merveilleusement aiguisée, quand la tête qui recouvrait la vision spirituelle est arrachée, où l'esprit électrisé. Et l'électricité, ça viendra bien après Edgar Poe, l'électricité dans les rues, l'électricité domestique, mais l'électricité statique, les forces électriques, combien ça fait d'occurrences déjà qu'on croise métaphoriquement ? Où l'esprit électrisé dépasse aussi prodigieusement sa puissance journalière que la raison ardente et naïve de Leibniz l'emporte sur la folle et molle rhétorique de Gorgias.
Respirer seulement, c'était une jouissance. Et je tirais un plaisir positif, même de plusieurs sources très plausibles de peine. Quelque chose m'inspirait un intérêt calme, mais plein de curiosité. Le mot curiosité, comme il est obsessif aussi. Un cigare à la bouche, un journal sur mes genoux, la presse qui est là où vous publiez. Donc là encore, dire un journal sur mes genoux, c'est le support matériel, ce qui fait que l'adresse est ce qui permet que vous écriviez avec la médiation de ce support. Bon, là j'insiste pas parce que déjà c'est mes vieilles casseroles ça. Mais c'est pas des notations qui sont mineures. Je remets le petit machin bleu. Le scotch était tombé. Je m'étais amusé pendant la plus grande partie de l'après-midi, tentative d'épuisement de Pérec, tantôt à regarder attentivement les annonces, le journal, tantôt à observer la société mêlée du salon, fragment d'humanité dans l'arbitraire de l'intérieur du café, tantôt à regarder dans la rue à travers les vitres voilées par la fumée. C'est-à-dire que vous ne regardez pas le réel, vous regardez un réel voilé dans le cadre même. Le cadre délimite, mais en même temps, il est une surface optique pas parfaite. Cette rue est une des principales artères de la ville, où c'est mon mot coffee. Alors, par exemple, on a dit, alors vous savez qu'Edgar Poe, né en 1809, la mort des parents, il y a cette famille adoptive, et on part à Liverpool quand il a 8 ans, je crois, un peu moins. En tout cas, de Liverpool, très vite, on va venir s'installer à Londres, et Londres, il va y rester jusqu'à ce qu'il ait ses 14 ans. Donc, bien évidemment, les souvenirs de la ville de Londres sont là en tant qu'immensité, en tant que bruit, en tant que cette circulation incessante, en tant que capitale du monde via la dimension coloniale. Est-ce que c'est les souvenirs d'enfance, c'était trop peut-être rebattu, qui créent pour Edgar Poe les figures de la ville qui apparaît là dans son essence de ville, dans son essence neuve de grande ville, là où l'autonomie de la forme ville, la forme d'une ville, comme dira Baudelaire le premier, détermine un rapport différent entre les êtres. Et là, il n'est pas tout seul. Balzac, par exemple, avec La fille aux yeux d'or. On a peut-être deux inventions simultanées là, qui sont à égale échelle d'importance. Mais est-ce qu'Edgar Poe a vraiment besoin de ça? Par exemple, 1840, la date d'écriture et de publication de L'Homme des Foules, où en est Charles Dickens, qui n'est pas encore l'immense Charles Dickens, là encore l'absolu de l'écrivain du nouveau, mais l'écrivain qui passe dans la presse, par la presse. Il a publié 2-3 ans plus tôt Oliver Twist, et là, depuis le mois d'avril de cette année 1840, il publie Old Antiquity Shop, c'est-à-dire le magasin d'antiquités. C'est la condensation même de tout ce poids, cette masse de la ville, et son brouhaha, et puis aussi quand il faudra quitter la ville. Le souvenir essentiel du magasin d'antiquités, c'est ce vieux bonhomme et cette petite fille, peut-être j'en réinvente, mais je ne crois pas, qui partent à pied et qui passent successivement. C'est la première écriture d'un thème qui, moi, me sert souvent en atelier d'écriture, toute une radiale, mais une radiale gigantesque, puisque pour sortir et quitter Londres, on en traverse successivement sur toutes les strates. Alors, 1840, qu'est-ce que c'est New York? New York, c'est déjà une ville. Bartleby de Melville, ce sera à peine 5 ans plus tard. Et dans Bartleby, tout ce secteur du sud de Manhattan, c'est déjà comme ce que Dickens décrira dans Bleak House, ces lieux où l'administration, la justice, le fric, la bourse fabriquent
un noyau de ville, séparé des lieux de production, séparé de l'enracinement rural, mais où l'argent crée sa loi et crée les rapports dans la foule, ou crée les rapports par la foule. Comment on habite, comment on se loge, comment on est dans la rue, comment, etc., etc. Alors, New York, Edgar Poe les connaît par cœur, toutes les grandes villes de la côte Est. La grande ville, c'est même plutôt Philadelphie que New York. Mais New York, c'est encore peut-être un assemblage de villages plus qu'autre chose. La grande bascule se fera au moment de Coney Island vers 1920. C'est déjà une grande ville, c'est déjà une ville presque tentaculaire. Mais c'est une ville qui ne peut pas s'assumer encore en tant que ville. Le commerce, les grands ports, s'est dispersé sur l'ensemble de ces premiers ports de l'arrivée coloniale, de Boston à Philadelphie, ou en remontant le Potomac. Alors ça, c'est pas très intéressant, mais c'est quand même, pour moi, vous savez, comme dans Metzengerstein, qu'on relisait, le vieux conte gothique. Pourquoi Madame Radcliffe, comme il dit, quand elle invente le conte d'horreur, le conte gothique, se sert de ces châteaux isolés dans l'Europe centrale, dans les Carpates, où ira aussi Jules Verne. Donc Metzengerstein, c'est en Hongrie. C'est-à-dire le rapport à une Europe qui devient fantastique parce qu'elle est issue des livres. On ne la connaît que par les livres. Hoffmann aussi. Et là, ce décalage, on dit quelque chose qui va nous concerner dans l'utopie au présent de la ville, ou en tout cas ce qui naît de façon utopique et casse l'ancienneté de la ville. Eh bien, on se réfère à la grande ville par excellence, le Londres, capitale de l'empire colonial, qui est aussi souvenir d'enfance, mais qui est en même temps le lieu d'où la littérature, avec Charles Dickens, est en train d'exploser dans ses formes. Alors, est-ce que ce contexte est déterminant pour lire L'Homme des foules ? Non. Qu'est-ce qui se passe dans L'Homme des foules ? C'est long, 2, 4, 6, 8, 10. On est strictement dans ce format de publication presse qui génère une sorte de valeur, non pas standard, puisqu'on joue toujours avec, mais quand même ce format d'écriture principal des histoires extraordinaires. C'est qui l'homme des foules ? Pourquoi cet homme ne s'arrête pas de marcher dans la ville ? C'est tout simple. Il ne supporte pas d'être seul. Et en quoi le XIXe siècle change la nature même, la forme de la ville ? Eh bien parce que la ville, selon les heures et les lieux, dispose en permanence, H24, comme on dirait aujourd'hui, ou si on est habitué de New York, ou si on est habitué de ces nuits chaudes de Tokyo, ça ne nous surprend plus. Mais la ville entretient ce que Paris peut-être n'est plus capable de faire. Des lieux où le grouillement de la foule devient activité principale. Si c'est le matin, c'est dans les halles, et puis ce truc de la distribution, de l'arrivée et la redistribution de nourriture. Et c'est un spectacle fascinant qu'on trouvera chez Émile Zola aussi plus tard. Si c'est dans la journée, eh bien, ce sera là, dans ces rues commerçantes, ces rues où on vient pour flâner, puisque justement c'est le café qui va permettre, non pas la rencontre, mais l'observation, et puis de suivre. Je te suis dans la ville, tu ne sais pas que je te suis. Où tu m'emmènes ? Eh bien, sur le soir, ce sera justement au moment de la clôture de la bourse, eh bien, on se retrouve dans le quartier financier. Ce type n'a rien à faire dans le quartier financier. Et puis, à l'heure où c'est la vie de nuit, où c'est les cabarets, où c'est tout cet envers de la ville qui vient remplacer les figures sages du jour, l'homme sera là, dans ces rues louches, et on va le suivre toujours. Et il ne s'arrête jamais.
Je sais plus s'il s'arrête. Moi, j'ai une façon bizarre de lire. J'ai tous ces points d'intensité qui me reviennent, que j'ai besoin d'aller revisiter. Et puis en même temps, le soleil se leva pendant que nous poursuivions notre course et qu'on nous eûmes une fois encore atteint le rendez-vous commercial de la populeuse cité, la rue de l'Hôtel-D. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a inventé ? Un récit circulaire. Circulaire dans les heures, circulaire dans la spatialité. L'homme ne s'est jamais arrêté. C'est ces temps de translation, puisque selon les heures, il faut passer du lieu où la ville est active à un autre lieu où la ville est active, puisque sans arrêt, ce dont on a besoin, c'est de cette compagnie qui vous rend anonyme, qui vous protège parce que vous y êtes anonyme, parce que vous vous déplacez dans une foule elle-même constamment mouvante, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Eh bien, on se retrouve au même endroit et ça recommence. Celle-ci présentait un aspect d'activité et de mouvement humain presque égal à ce que j'avais vu dans la soirée précédente. Et là encore, au milieu de la confusion toujours croissante, longtemps je persistais dans ma poursuite de l'inconnu, mais comme d'ordinaire, il allait et venait, et de la journée entière il ne sortit pas du tourbillon de cette rue. Et comme les ombres du second soir approchaient, je me sentais brisé jusqu'à la mort, et m'arrêtant tout droit devant l'homme errant, je le regardais intrépidement en face. Il ne fit pas attention à moi, mais reprit sa solennelle promenade, pendant que, renonçant à le poursuivre, je restais absorbé dans cette contemplation. Ce vieux homme, me dis-je à la longue, est le type et le génie du crime profond. Il refuse d'être seul, il est l'homme des foules. Il serait vain de le suivre, car je n'apprendrais rien de plus de lui ni de ses actions. Le pire cœur du monde est un livre plus rebutant que le Hortulus Animae, et peut-être est-ce une des grandes miséricordes de Dieu que ce livre ne se laisse pas lire. Es lässt sich nicht lesen. Qu'est-ce que c'est, Hortulus Animae? Hortulus Animae cum orationculis aliquibus superaditis de Groninger. Note d'Edgar Allan Poe lui-même. Est-ce qu'elle nous en dit plus? Donc voilà, L'homme des foules. J'ai lu un tout petit peu du début. Je vous ai dit la fin. Restera le milieu. À mesure que la nuit devenait plus profonde, l'intérêt de la scène s'approfondissait aussi pour moi, car non seulement le caractère général de la foule était altéré, ses traits les plus nobles s'effaçant avec la retraite graduelle de la partie la plus sage de la population, et les plus grossiers venant plus vigoureusement en relief à mesure que l'heure avançait. Vous voyez, cette superposition verticale des images, de la fresque humaine qu'on retrouvera en peinture dans l'expressionnisme. Georges Georg Gross, c'est bien plus tard, tirait chaque espèce d'infamie de sa tanière, mais les rayons des becs de gaz, faibles d'abord quand il luttait avec le jour mourant, avaient maintenant pris le dessus et jetaient sur toute chose une lumière étincelante et agitée. Tout était noir, mais éclatant, comme cet ébène à laquelle on a comparé le style de Tertullien. L'homme des foules, ça reste une de mes pistes les plus centrales pour revenir à Edgar Poe. À cause de Baudelaire.